7 pouces. Touch focus compatible avec toutes les marques du marché. Capable de piloter plusieurs caméras en même temps. Et tout ça pour moins de 500 €. Le portkey LS7P a tout du moniteur parfait. Mais il ne fait pas le café. Dommage. Alors ça fait un moment que j'utilise des écrans portkey, puisque le BM5 4VR que vous pouvez voir ici, c'est mon moniteur principal, c'est celui qui est fixé à mon rig sur absolument toutes mes prods. Mais depuis que j'ai l'AZR et son écran énorme, les écrans 5 pouces, ça me semble un petit peu petit. Parce que c'est vrai que la différence de taille entre ça et ça, elle est pas flagrante. Je me suis donc mis en tête de trouver un remplacement à cet écran. Je voulais un écran 7 pouces pour le remplacer. Mais attention, je voulais pas non plus d'un vieux truc bas de gamme à 100 balles qu'on trouve sur Amazon. Je me respecte quand même un minimum et j'avais une liste d'exigences, puisque je voulais que ce nouvel écran puisse contrôler à distance mes caméras, à savoir la ZR, mais aussi les Z9, Z8 et Z6 III. Si possible, pouvoir le faire en wireless, pour éviter de monopoliser le port USB-C de la ZR, parce que ce port, il me sert à la recharger, mais surtout qu'il puisse être utilisé en extérieur, en été, à Marseille. Donc le but, c'était aussi d'avoir une luminosité suffisamment forte pour pouvoir contrer celle du soleil. Donc après avoir fait mon petit benchmark, je suis tombé sur le LS7P qui semblait cocher toutes les cases. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai contacté Portkey pour qu'il m'en envoie un pour que je puisse le tester. Et ils ont été suffisamment cool pour accepter. Merci Portkey. Alors cet écran, il paye pas de mine, mais il regorge d'options qui sont juste incroyables. Et pour pas vous ennuyer avec tous les trucs de base que propose cet écran, je vais commencer avec pour moi ce qui est les 3 King Features, parce que vous allez voir, c'est cool. Et on va commencer par le contrôle de votre caméra à distance. Parce que oui, ce portkey, il va pouvoir se connecter à votre cam sans avoir à y brancher un câble USB-C. Et ça marche avec pratiquement toutes les marques puisque c'est compatible Arri, Red, Nikon, Canon, Panasonic et Blackmagic. Je crois qu'il n'y a que Fuji qui est laissé sur le banc de touche. Alors la connexion, elle est très simple. Il vous suffit d'activer le Wi-Fi de votre cam, de lancer une recherche sur l'écran, et les deux appareils se trouvent. De là, vous suivez la procédure d'appareillage de votre caméra, et chez Nikon, c'est juste entrer un mot de passe, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez ajouté un boîtier, il reste en mémoire sur le LS7P, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de refaire la procédure d'appareillage et d'entrer le mot de passe à chaque connexion. Une fois connecté, vous pourrez contrôler votre caméra directement depuis l'écran, sans câble. Vous avez accès au contrôle de la balance des blancs, et vous pourrez même sélectionner une valeur précise. Vous avez aussi à disposition la correction d'exposition, l'ouverture, le shutter speed, les ISO et les modes de prise de vue. Alors évidemment, toutes ces options changent en fonction de la marque de la caméra. Si vous avez une Arri, une Red, un Nikon, un Canon ou un Sony, vous n'aurez pas les mêmes choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les menus disponibles et toutes les options disponibles fit à la marque de votre caméra. On a même droit à un menu dédié à la gestion du focus où vous pourrez sélectionner votre mode de focus, mais aussi la manière de gérer la box et même le touch focus. Parce que oui, le LS7P, il est compatible touch focus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher l'écran pour indiquer à la caméra où faire le focus. Alors attention quand même, le touch focus du LS7P, il n'est pas aussi smooth que celui en natif de la caméra. Il va pas pomper et il est assez précis, mais par contre, il est aussi très rapide. Par exemple, si je tape sur l'écran de ma ZR pour faire le focus sur le Raptor, vous voyez que la progression est très douce, parce que c'est comme ça que je l'ai paramétré dans mon boîtier. Par contre, si j'utilise le touch focus du LS7P, là on perd la transition et le changement de focus se fait brusquement. Donc ce touch focus, il est bien pour gérer le focus avant d'appuyer sur REC, mais une fois que vous filmez, en vrai je pense pas qu'il soit utilisable. À noter quand même que ce comportement, il est propre à Nikon. Chaque marque a une manière différente de gérer son software et c'est vrai que Nikon, c'est clairement la marque qui a le plus de retard à ce sujet. Si vous avez déjà essayé de connecter un Ronin ou Snapbridge à un Z quelque chose, vous savez de quoi je parle. Nikon et le software, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc si vous êtes chez un autre fabricant, je sais pas moi, comme Sony par exemple, normalement, ça devrait bien se passer. Vous devriez avoir un focus qui est beaucoup plus doux que celui que je vous ai montré ici à l'écran. Et puisqu'on parle du bouton REC, le LS7P vous permet aussi de lancer un enregistrement. Bon, ça c'est la base, mais ça reste quand même pratique. A noter que vous pourrez positionner les raccourcis REC à droite, à gauche ou bien au milieu de votre écran pour matcher votre rig. Et dernier petit détail sympa,
vous aurez en haut à droite l'indicateur batterie de votre caméra. Pratique pour pas tomber en rade si vous ne bossez pas sur Vloc. Mais bon, je suis sûr que vous êtes un vidéaste sérieux et que vous bossez avec des Vloc. Bon, concrètement, à quoi ça sert de connecter sa cam en wireless à son écran? En vrai, ça sert à plusieurs choses. La première raison qui me semble la plus évidente, c'est l'accessibilité. Si votre boîtier est rigué sur une gimbal, une Steadicam ou bien alors sur un rig un petit peu alambiqué, l'accès au contrôle, il peut être difficile. Et mine de rien, sur un rig, l'écran c'est l'élément le plus gros et le plus directement accessible par l'opérateur, donc c'est quand même super pratique de pouvoir l'utiliser pour contrôler votre caméra. La seconde raison, c'est le confort de travail. J'ai pris pour habitude d'afficher les informations techniques sur l'écran de ma caméra, mais de n'envoyer que le flux vidéo épuré à mon moniteur externe. Et ce, pour répondre à deux problématiques. Déjà moi, ça me permet de me concentrer uniquement sur mon image sans avoir de distraction. Mais surtout, ce flux, il est aussi envoyé à un moniteur externe utilisé par le client ou le DA pour valider les plans. Et eux, ils n'ont pas envie d'avoir vos grilles, la waveform ou alors les paramètres de la caméra devant les yeux. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'image seule. Mais le problème avec cette config, c'est que si vous voulez vérifier rapidement un paramètre, vous êtes obligé d'aller voir l'écran de la caméra. Et dans le cadre de la ZR, avec son petit Fipi screen sur le côté, c'est un petit peu relou. Alors qu'avec le LS7P, vous avez juste à faire apparaître ces infos sur le moniteur de contrôle et on n'en parle plus. Donc si jamais vous avez votre rig et que vous vous demandez « Ah mais tiens, je suis à combien d'ouverture, à combien d'ISO ?» Vous avez juste à taper sur l'écran, voir l'information, éventuellement la corriger si elle n'est pas bonne, et c'est tout. Et ça, c'est juste super pratique sur le terrain. Et enfin, dernière raison en faveur d'un contrôle wireless, c'est tout simplement l'absence de câble. Alors oui, faudra quand même brancher un câble HDMI au moniteur à la caméra pour gérer le flux vidéo, mais par contre, vous pourrez vous passer du câble USB-C. Et si vous bossez sur mirrorless, ça veut dire que vous pourrez garder de côté ce port pour venir y brancher une Vlog par exemple. Mais si vous avez la chance d'avoir un Z8, vous vous en foutez parce que vous avez deux ports USB-C. Il est cool le Z8. Alors une autre feature qui est juste ouf, c'est de pouvoir contrôler plusieurs caméras à distance avec un seul moniteur. Là par exemple, j'ai un LS7P connecté sur mon ZR et le BM5 IV sur mon Z52. Et quand je rec sur mon Z50, ça va automatiquement lancer l'enregistrement sur le ZR. Alors voilà comment ça marche. Un moniteur portkey maître peut communiquer sans fil avec jusqu'à 4 moniteurs portkey compatibles. Et ce, dans une portée allant jusqu'à 50 mètres. Ça veut dire que vous allez pouvoir régler les paramètres de toutes les caméras connectées, quelle que soit leur marque, depuis un seul point de contrôle. Je vous mets à l'écran la liste des moniteurs qui sont compatibles, et j'ai de la chance moi parce que le BM5 IV, il est compatible. Et en vrai, moi cette feature, elle m'emballe quand même pas mal. Si vous faites du multicam, ça va clairement vous simplifier la vie. Idem si vous êtes un opérateur solo en mariage. Parce que dans ce cas, c'est pas rare qu'on ait à poser une cam fixe sur un pied pour filmer un discours et en même temps d'avoir nous notre cam en mode volant, c'est-à-dire en mode on se balade un petit peu partout pour capter des réactions ou bien alors pour avoir des focus sur certaines personnes clés. Et ce qui est cool, c'est que dans ce cas-là, quand vous requez sur votre cam A, ça va venir requer automatiquement sur votre cam B. Donc ça vous évite de misclick un rec ou alors de devoir appuyer sur rec sur la caméra qui est posée sur un pied 20 minutes avant parce que vous savez pas quand est-ce que ça va commencer et d'avoir 20 minutes de rush qui ne servent à rien. Donc ce qui est cool avec cette option, c'est que en cas de run and gun, vous pourrez vous passer d'un opérateur caméra. Et ouais, ça va mettre au chômage votre pote qui venait vous aider sur toutes vos prestats. En ce qui concerne la connectique, et plus précisément la connectique vidéo, vous avez à disposition un port SDI in et out, ainsi qu'un port HDMI in et out. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur cet aspect du moniteur parce que vous allez voir, la gestion du flux vidéo et le LS7P, ça m'a fait un petit peu criser au début. Le HDMI in et out, c'est la base, je vais pas m'étendre dessus. Avec eux, vous pouvez récupérer le signal de la cam, puis l'envoyer vers un transmission. Ou alors l'inverse, vous pouvez envoyer le signal de la caméra vers un transmetteur et ensuite le récupérer sur le moniteur. Rien de bien folichon. Idem pour le SDI. Vous allez récupérer un flux vidéo via le in et vous le renvoyer via le out. Sauf que le port SDI est bien plus solide et fiable que le HDMI, donc bon point pour Portkey de nous les mettre à dispo. Là où ça se corse, c'est si vous voulez faire du cross-convert. Je m'explique. Dans ma config habituelle avec le BM5 IV, j'envoie les signaux de la caméra à mon moniteur via les ports HDMI, puis je récupère le signal vidéo pour l'envoyer au DJI Transmission en SDI. Parce que dès que je peux bypasser le HDMI par du SDI, je le fais.
C'est plus fiable, plus résistant, et les câbles ont moins de résistance, et donc ils sont moins casse-couilles. Et c'est donc naturellement que j'ai voulu reproduire ce process avec le LS7P. Sauf que ce moniteur-là, il ne fait pas de cross-convert HDMI vers SDI. Donc si vous avez un signal d'entrée en HDMI, vous serez obligé de le sortir en HDMI et non pas en SDI. Et si vous avez un signal d'entrée en SDI, là vous pourrez le sortir en HDMI, mais vous subirez une grosse perte de qualité. Donc en gros, avec le LS7P, vous oubliez le cross-convert. Niet. Alors ok, si vous êtes en Nvidia Solo, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Mais si comme moi, vous donnez toujours un retour écran au client, ou même à un pointeur pour qu'il puisse gérer le focus, bah là, va falloir repenser votre rig. Alors, il n'y a rien de dramatique là-dedans, tout se règle avec les bons câbles. Mais c'est une chose qu'il faut savoir, sans quoi vous allez pester comme moi lors de la première utilisation. D'autant plus que le portkey, il est livré avec cet accessoire ici, qui vous permet de venir y fixer un module de transmission. Et ça change la donne. Vous pouvez venir le caler à l'horizontale comme à la verticale, et ainsi disposer d'un port NFP femelle. Grâce à ça, le transmetteur vidéo sera alimenté par l'écran. Donc pas besoin de batterie ou de câble d'alimentation vers une Veloc, le système est simpliste et propre. Vous n'avez qu'à brancher un mini câble HDMI comme ça, et le tour est joué. Et franchement, c'est classe. Et si on veut aller encore plus loin, on peut même remplacer le transmetteur par un receiver. Et dans ce cas, le moniteur il devient une vraie station de commande déportée pour votre caméra. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un opérateur à distance qui pourra contrôler votre cadre, mais aussi gérer tous les paramètres de votre cam, et pourquoi pas carrément faire le point aussi, puisque la qualité de ce moniteur le permet. Et ça c'est vraiment pratique si vous posez votre caméra dans un endroit un petit peu difficile d'accès, comme, je sais pas moi, fixé à la carrosserie d'une voiture, ou encore en hauteur sur une grue. Donc, en matière de connectique, oui, l'absence de cross-convert, il peut être relou, mais si vous en avez conscience, vous pouvez vite le contrebalancer avec les bons accessoires. Alors bon, j'ai déjà commencé à en parler, mais on va maintenant passer au chapitre qui me fait le plus frétiller, les rigs. Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut intégrer ce moniteur à votre rig. Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Alors déjà, on peut noter son poids, 409 grammes sur la balance. Mais il vous faudra aussi ajouter le poids de la batterie si vous choisissez de l'alimenter via une batterie. Sinon, rien ne vous empêche d'utiliser le câble d'alimentation fourni pour le connecter à une batterie Veloc, ce qui fait plus sérieux quand même. L'écran est doté de 3 pas de vis et tous ces pas de vis sont eux dotés de trous de calage. Les deux premiers sont situés en bas et en haut, et le dernier sur le côté si vous voulez faire un rig vertical. Monstruosité les rigs verticaux si vous voulez mon avis, mais je suis pas là pour juger. Bon, jusque là, vous allez me dire, bon Nico, c'est complètement standard dont tu nous parles, je veux dire ça c'est un écran, il a des pas de vis sur lesquels on vient fixer un système d'accroche, et on le met sur notre caméra. Enfin, il n'y a pas de quoi en faire un chapitre dédié. Eh bien non, détrompez-vous, parce que maintenant il va falloir le brancher, et c'est maintenant que tout se corse. Alors si les ports SDI sur le côté sont accessibles facilement, ça n'est pas le cas des ports HDMI. Ils sont placés en bas de l'écran, et si sur le papier ça semble être une bonne idée parce que ça fait moins de câbles qui ballottent sur votre rig, bah au final c'est relou. Alors le HDMI in, pas de souci. Par contre le out, il est placé trop près du pas de vis et vous ne pourrez pas venir y brancher un câble. Et même en utilisant un coude, ça ne passe pas. Alors c'est un peu con quand même de proposer un port qui soit trop proche d'un pas de vis et qui est inutilisable. Mais étant un gros nerd du matos, j'ai digué et j'ai trouvé une solution. Le gaffeur. Non, je plaisante. C'est ça la solution. Ça, c'est un câble HDMI plat pour drone. Il est ultra low profile et avec lui, vous pourrez relier votre moniteur à un transmission. Alors en vrai, j'ai énormément pesté contre ce moniteur quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas y mettre mes câbles HDMI. Alors, mon HDMI out, où est-ce qu'il est mon HDMI out? Il est là. C'est pratique là où sont ces petits HDMI. Ah non, pas lui en fait. Le HDMI out, il est pas du tout pratique. Oh, c'est de la merde. Oh, ça va me casser les couilles, ça. Je dis, ouais, tu es mal placé. Ah, il est très mal placé, même. Regarde, on peut pas... Ok, il va me prendre un coude. Putain, même avec ça, ça passe pas. Par contre, moi, si je peux pas le caler, je suis niqué. Alors, est-ce que j'ai un truc avec plein de petites merdouilles à l'intérieur? Ah oui, non mais là ça va encore moins rentrer je pense. Donc oui, j'ai insulté tous mes grands morts, mais au final ça m'a fait découvrir ce système de câble que je surkiffe.
et que j'ai maintenant adapté à tous mes rigs. Donc c'est un petit peu un mal pour un bien. Et au final, il est sexy ce petit rig, hein. Ultra low profile avec le moins de câbles possible. Oh oui, je l'aime. Une fois rigué, le portkey nous propose plusieurs boutons. En haut, on a le bouton Power et un bouton pour verrouiller le tactile. C'est pratique pour éviter de faire une fausse manip avec le touch focus. À côté du bouton Lock se trouvent 4 boutons personnalisables. Il est possible d'assigner la fonctionnalité que l'on veut sur chacun de ces boutons, et par défaut, vous y trouverez le focus picking, le zebra, les fausses couleurs et la waveform. Mais assez parlé ergonomie et passons à la qualité de la dalle, parce que la base d'un écran, ça reste quand même le retour vidéo de ce que l'on filme. Premier point, la taille de cet écran. 7 pouces, c'est grand. Très grand même. Au niveau du ressenti, on a l'impression d'être immensément plus grand que sur un 5 pouces, et je dois vous avouer que c'est difficile de retourner sur mon BM5 IV après avoir utilisé le LS7H. Concrètement, avec ce moniteur, vous allez avoir un retour écran grand qui va améliorer votre confort de travail. Le contraste annoncé est de 1000 pour 1, c'est-à-dire que le blanc maximal sera 1000 fois plus lumineux que le noir minimal. C'est bien, mais sans être exceptionnel non plus, hein. En intérieur, c'est largement suffisant, mais en extérieur, ça risque de vous limiter un petit peu. Et c'est pareil pour la résolution, hein, puisqu'on est sur un 1920 par 1080, ce qui reste dans la norme. Alors, la dalle du LS7P est en 10 bits, mais pas un vrai 10 bits natif. Elle est en réalité en 8+2 FRC, mais là encore, hein, c'est la norme. Les Atomos Ninja, Shinobi ou même le BM5 IV chez Portkey, ils proposent ça aussi. Donc c'est largement suffisant pour le monitoring terrain, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir de ce côté-là. Par contre, l'angle de vue, il est de 80 degrés, quelle que soit la direction. Et ça c'est cool parce que si comme moi vous aimez tenir votre rig de manière chelou ou dynamique, ben c'est un vrai plus de pouvoir monitorer votre image sous tous les angles. Et enfin, un point qui fâche un petit peu, c'est la luminosité qui est de 1000 nits. Alors c'est très bien pour une utilisation en intérieur ou par temps mitigé, comme on peut avoir en Bretagne. Mais par contre, en plein été à Marseille, ça peut être un petit peu léger. Alors attention, hein, c'est pas inutilisable, loin de là. Sur cette presta où on couvrait un défilé au Mucem à 16h, ben, il a très bien joué son rôle. C'était Julien qui l'utilisait à ce moment-là, et je peux vous dire qu'il était ravi de l'avoir, hein, le bougre. Mais perso, sur ce point, je dois avouer préférer le BM5 IV avec ses 2000 nits. Donc en gros, la dalle du LS7P, elle est taillée pour le monitoring sur le terrain. Elle est grande et elle offre juste ce qu'il faut pour avoir un bon retour. Par contre, ne vous attendez pas à avoir un rendu couleur ultra fidèle, hein. Ce moniteur, il est pas fait pour ça. Son rôle, c'est de vous aider à cadrer du mieux possible et à exposer votre image comme il faut. Et pour ça, vous avez une pléthore d'outils à votre disposition. On retrouve à peu près tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un moniteur un peu sérieux. On a le focus picking, le zebra, les false colors, la waveform, mais aussi la waveform RGB, le volume audio, bon ça c'est plutôt gadget, un histogramme. Bon alors je vois pas pourquoi, enfin je vois pas quel est l'intérêt d'avoir un histogramme, mais bon pourquoi pas. On a aussi la possibilité de définir un cadre de crop pour zoomer dans son image. On a aussi l'image capture pour ensuite venir la placer en overlay, ce qui est super pratique pour le stop motion ou le packshot. On a aussi le HDR HLG qui est utile si vous recevez un signal en HDR pour simuler les contrastes. Le check field, les guides et les grilles avec une pléthore d'options, hein, jusque-là ça reste standard. Le desqueeze anamorphique. Et enfin, les fausses couleurs log, mais je reviendrai plus en détail sur cette option parce qu'il y a à dire. Alors j'aime bien le fait que quand on active un outil, les réglages associés apparaissent directement en dessous, hein. La loi de la proximité ici, elle est respectée et ça évite d'aller te perdre dans des sous-menus à rallonge. Ce qui n'est pas le cas du BM5 IV. Hein. Le BM5 IV, les menus, ils sont atroces et vous êtes obligé de les apprendre par cœur, sinon c'est fini. Franchement, si vous n'avez jamais utilisé ce moniteur, vous allez être complètement perdu. Il faudra quelqu'un qui vous explique comment il marche, alors que lui, là, il est quand même beaucoup plus intuitif. Alors l'outil que Portkey met le plus en avant ici, c'est les log stop. Et pour le coup, c'est pas juste un faux nom marketing balancé pour faire genre, hein. L'idée ici, c'est que l'écran va lire le signal log et le découper en zone d'exposition, avec 6 stops en dessous et 6 stops au-dessus du gris moyen 18%. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en pratique, c'est très simple à lire. Avec lui, on visualise rapidement ce qui est propre et ce qui commence à partir en vrille.
Et surtout, combien de marge il nous reste avant de cramer les hautes lumières ou de boucher les ombres. Et là où c'est plutôt malin, c'est qu'on peut personnaliser ces zones. On peut en choisir leur couleur, voir si on veut les afficher ou pas, et donc adapter l'outil à notre manière d'exposer. Donc si vous bossez de manière un peu méthodique, ou alors si sur le plateau, vous avez un digit un peu autiste, du genre « Non mais moi, le fond, je le garde à -2 », ou alors le côté sombre de la peau, je le veux pas à plus d'un stop par rapport au côté éclairé », bah franchement ici, c'est pratique. Autre petit détail à savoir, si vous activez une lutte et que vous passez en lock stop, le LS7P va prendre en compte la prévisualisation avec la lutte. Ce qui est très con. Ce qui est très con puisque dans ce cas, votre exposition sera complètement faussée. Donc si vous utilisez cet outil, faites bien attention à le faire sans lutte de conversion Rec 709. Donc en gros, sur toute la partie monitoring, le LS7P il est très complet. Il n'invente pas la roue, mais il coche toutes les cases importantes. Bon, on va maintenant aborder les points négatifs parce que évidemment, il y en a. En premier lieu, il y a le temps d'allumage et la réactivité de manière générale. Et le mieux, c'est que je vous montre combien de temps met le moniteur à s'allumer avec un timer sur le côté. Bon, en attendant que ça s'allume, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, j'ai maté un film, ça s'appelle Primitive War. Alors c'est un film, dedans, il y a des dinosaures et il y a des GI parce que ça se passe pendant la guerre du Vietnam et du coup les dinosaures ils essaient de manger les GI. Ah ben voilà, l'écran est allumé. Bon du coup vous l'avez vu, il est lent, voire même très lent. Donc en cas de run and gun, il vaut mieux l'allumer une fois et ne plus y toucher par la suite. Et c'est pareil pour la reprise du signal. Si vous allez dans le menu Play de votre boîtier, il va mettre 1000 ans à afficher le flux vidéo. Idem quand vous revenez à la prise de vue ou quand vous passez dans les menus. Alors bon, ok, peut-être pas 1000 ans, mais il y a quand même un petit moment de blackout. Et là encore, en run and gun, c'est dérangeant. Et enfin, il y a l'étui dans lequel il est livré. Bah, je vous avoue que sa qualité est pas ouf, mais bon, au moins il y en a un. Et puisqu'on parle de package, le LS7P est aussi livré avec le câble d'alimentation d'ITAP et une clé USB pour pouvoir faire l'aimage ou bien ajouter des luttes à votre moniteur. Clé USB qui est ultra low profile et que personnellement je laisse tout le temps connecté au moniteur. Et tout ça, ça a un prix. Mais pas cher le prix puisqu'on oscille entre 450 et 540 € en fonction des revendeurs. Et 450 balles pour un moniteur de 7 pouces avec autant d'options avancées et une connectique en SDI, c'est vraiment pas cher. On a là un très bon rapport qualité-prix et à ce prix, le LS7P est bien meilleur que ce que peut faire la concurrence. Bon, je vais être honnête avec vous, au début, je n'étais pas super emballé par Sportkey. Les gars de ma team m'ont entendu râler sur ce moniteur un paquet de fois, parce qu'avec ces histoires de connectique, il m'a clairement demandé un petit temps d'adaptation. Putain. Mais une fois que j'ai compris comment il fonctionnait, et surtout une fois que j'ai commencé à l'intégrer intelligemment dans mon rig, j'ai changé d'avis. Le LS7P, c'est pas le moniteur parfait. Par contre, c'est un moniteur qui a pas mal de bons points. Déjà, on a droit à un grand écran de 7 pouces. Et mine de rien, ça change la donne en termes de confort. Pour cadrer, pour faire le point, pour montrer l'image à quelqu'un à côté de soi, ou tout simplement pour moins se ruiner les yeux en fin de journée, c'est quand même très agréable. Ensuite, il y a toute la partie monitoring qui est franchement solide. Les outils d'exposition sont complets, le lock stop est franchement intéressant, les luttes, évidemment qu'elles sont là, et globalement, on a tout ce qu'il faut pour bosser sérieusement. Là-dessus, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et puis surtout, il y a tout ce qui tourne autour du contrôle de la caméra. Le fait de pouvoir piloter ces boîtiers en wireless directement depuis l'écran, c'est super pratique. Et si en plus vous bossez avec plusieurs cams, la partie multicam peut vraiment devenir un gros argument. J'aime aussi beaucoup les petites bonnes idées de Portkey. Le support arrière pour venir fixer un transmetteur ou un receiver par exemple, c'est tout bête, mais ça sur un rig, ça a énormément de sens. C'est le genre de petits détails qui montrent que le produit a été pensé pour un vrai usage terrain. Donc une fois qu'on a vu tout ça, à qui s'adresse cet écran? Bon déjà, ce qui me paraît clair, c'est qu'il s'adresse avant tout aux vidéastes solo. Si vous bossez seul, que vous avez besoin d'un grand retour, d'outils de monitoring sérieux et que l'idée de contrôler votre caméra sans câble vous parle, le LS7P, il est vraiment pertinent. Mais il peut aussi s'adresser à ceux qui tournent avec plusieurs boîtiers. Si vous faites de l'interview, de l'événementiel, du mariage ou n'importe quel setup un peu multicam, il y a ici des fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps et parfois même vous éviter d'avoir une personne en plus sur un setup. Et si vous bossez en équipe, il reste intéressant aussi. Il faut juste avoir conscience de ses limites, notamment sur certaines histoires de flux vidéo et de connectique. Le SDI c'est bien, mais l'absence de cross-convert peut vous demander d'adapter un peu votre manière de riguer.
C'est pas rédhibitoire, mais c'est à savoir. Au final, oui, le LS7P, c'est un bon produit. Même si, en toute objectivité, je trouve que mon BM54 VR reste au-dessus sur certains points, notamment sur la luminosité et la sensation globale de finition. Et le fait de pouvoir avoir un aperçu vertical et horizontal en même temps. Ça, c'est un banger absolu. Du coup, aujourd'hui, j'oscille entre les deux en fonction de mes prods. Si j'ai besoin d'un écran plus compact, plus lumineux, je pars sur le BM54. Si je veux du confort, de la taille et toutes les options un peu malignes du LS7P, c'est lui que je prends. Donc non, le LS7P n'est pas le moniteur ultime, mais pour le prix auquel il est vendu, il est franchement impressionnant. Bon, si cette vidéo vous a aidé, vous savez quoi faire, et moi je vous laisse parce que je vais encore passer 1 heure à essayer de faire entrer un câble HDMI dans... En vrai, ce film est pas si mauvais que ça, parce que les dinosaures, ils sont quand même assez réalistes. Par exemple, les raptors, ils ont des plumes. Ils sont plus montrés comme des oiseaux que comme des dinosaures dans Jurassic Park. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Jurassic Park. Et il y a plein de petits détails comme ça qui sont vraiment cool. Par exemple, tu vois, les tyrannosaures, genre, ils sont représentés comme étant des animaux qui vivent en famille. Genre, t'as maman tyrannosaure et papa tyrannosaure qui sont ensemble et qui protègent leurs petits. T'as les spinosaures aussi, ils sont représentés comme des animaux aquatiques. Genre, enfin, pas que aquatiques, évidemment, ils sont aussi sur la Terre, mais ils chassent dans l'eau. Et ça, c'est un truc qu'on voyait pas forcément dans Jurassic Park. Donc, ce film, il est pas si mauvais que ça. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est bon, faut pas déconner, ça reste un bon vieux nanar avec des GI qui tirent sur des dinosaures et qui se font manger par des dinosaures, et après des GI qui tirent sur des dinosaures et qui tuent des dinosaures, et évidemment que dedans il y a des Russes, parce que il peut pas y avoir un film américain sans Russes, sinon ça marche pas. Quoique en ce moment ils aiment bien les Russes apparemment. Enfin bon bref, c'est pas ça le sujet. Voilà quoi, c'est pas vraiment un mauvais film, mais c'est pas non plus un bon film. Et puis en vrai, il y a quand même des scènes assez lunaires où t'as genre par exemple un vélociraptor qui se fait crever un œil et du coup il est vachement méchant parce que il se souvient de l'humain qui a crevé son œil. Et donc le raptor il va faire, je sais pas moi, 200 km pour essayer de retrouver l'humain pour le buter parce que il a plus d'œil donc il est pas content.